Au cours de cette présentation, on va voir l'introduction avec la définition, un petit rappel épidémiologique, les facteurs de risque de noyade, la physiopathologie, l'examen clinique, la classification clinique, prise en charge thérapeutique et le pronostic. Et on va terminer par une conclusion. La noyade est un événement grave et grévé d'une mortalité très importante. L'OMS l'a défini comme étant une insuffisance respiratoire résultant de la submersion, c'est-à-dire la totalité du corps dans l'eau ou dans le liquide, ou l'immersion, ou la face, simplement la face qui est dans l'eau, en milieu liquide, quel que soit le liquide. Un petit rappel épidémiologique, donc c'est un accident grave et fréquent. Donc l'OMS a publié des statistiques des noyades dans le monde en 2017. Donc 360 000 personnes sont mortes par noyade en 2015. Donc la noyade est la troisième cause de décès par traumatisme non intentionnel. Elle est l'une des 5 principales causes de décès chez les enfants de 1 à 14 ans dans plusieurs pays. L'homme sont 2 fois plus exposés aux noyades que les femmes. Quels sont les facteurs de risque de la noyade? Premièrement, il y a l'incapacité de nager ou bien épuisement par la fatigue. Le froid va entraîner des crampes musculaires, donc il peut entraîner aussi une noyade. Les accidents par inondation ou naufrage maritime, ou bien chute dans l'eau accidentelle ou dans le but suicidaire. Certaines pathologies médicales, à savoir la syncope, AVC ou convulsion ou autres. Certaines lésions, par exemple traumatiques ou traumatisme du rachis, doivent être toujours suspectées chez les plongeurs. La prise de l'alcool aussi, c'est un facteur aggravant de la noyade. Le chapitre de physiopathe de la noyade. Donc le phénomène de base de la noyade est l'interruption de la respiration qui peut être due à l'éruption d'eau dans les voies aériennes supérieures ou bien un spasme réflexe du larynx empêchant le passage de l'air dans les poumons ou bien les échanges gazeux entre l'air et le sang ne peuvent plus s'effectuer par altération de l'hématose. Cela provoque une asphyxie grave et durable avec une hypoxie, une hypercapnie, une acidose. Alors on va le voir avec le détail. Donc premièrement, l'immersion ou la submersion, elle va entraîner un contact de liquide avec les voies aériennes supérieures. Qu'est-ce qui va entraîner? Une apnée réflexe avec ou sans laryngospasme. Ceci va provoquer une hypoxémie. Cette hypoxémie, elle va entraîner des troubles de la conscience avec perte des réflexes de protection des voies aériennes supérieures. Donc, il y a abolition de l'atout. Donc, il y a les réflexes de déglutition qui sont abolis. Par conséquent, il y a une aspiration du liquide au niveau pulmonaire et gastrique. Donc, cette présence de liquide au niveau des poumons, il va entraîner altération du surfactant, qui va entraîner un collapsus alvéolaire, voire atélectasie, avec une augmentation de la perméabilité de cellules endothéliales qui va entraîner un œdème, c'est-à-dire l'OAP. Donc, augmentation du shunt intrapulmonaire avec altération du rapport ventilation-perfusion et diminution de la compliance pulmonaire avec augmentation du travail respiratoire. Par conséquent, on a une hypoxémie avec hypercapnie, une acidose respiratoire et métabolique qui vont s'installer. Après, il y a la défaillance cardio-circulatoire, voire une ischémie cérébrale qui vont s'installer, qui peut aller jusqu'au décès. Il faut savoir dans quel liquide le patient s'est noyé, parce que la physiopathe, elle diffère selon la qualité de liquide. Maintenant, si le patient s'est noyé dans de l'eau de mer, on sait que l'eau de mer, c'est une eau salée hypertonique qui contient plus de 30 grammes
par litre de sel. Le phénomène osmose, on sait que le phénomène osmose, c'est que le liquide passe du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. Comme le milieu alvéolaire il contient de l'eau salée, donc il y a le passage de l'eau du sang vers les alvéoles qui va provoquer un OAP, et il y a aussi une hypernatrémie qui s'installe avec une hypocalémie. Maintenant, si le patient s'est noyé dans de l'eau douce, c'est une eau qui est hypotonique, donc c'est l'inverse. Donc l'eau va passer dans la circulation et va provoquer une hypervolémie, et ceci va entraîner une importante surcharge cardiaque avec des troubles métaboliques. Maintenant, si le patient s'est noyé dans une eau de piscine, elle est comparable à l'eau douce, à la différence qu'elle entraîne des lésions plus graves parce qu'elle contient du chlore et des produits de désinfection. Avaler une grande quantité d'eau de mer n'a pas de conséquences vitales, mais l'ingestion de l'eau salée chez l'enfant peut provoquer une hyperthermie sévère ou une diarrhée. Donc, chez le noyé, l'hypothermie, elle est toujours constante. Elle joue un rôle protecteur du cerveau contre les effets délétères de l'anoxie. Une réanimation, même tardive, est possible sans ces séquelles neurologiques, c'est-à-dire on peut récupérer le patient. Donc, l'examen clinique doit rechercher les signes respiratoires, à savoir les signes d'OAP lésionnel ou de surcharge et les signes de pneumopathie. Il faut aussi chercher les signes cardiaques, à savoir le collapsus, les troubles du rythme, voire un arrêt cardio-respiratoire. Aussi chercher les signes neurologiques et traumatiques. On peut trouver d'une simple obnubilation, voire jusqu'au coma. Rechercher aussi les signes digestifs qui se manifestent par des vomissements, voire distension gastrique par inhalation de liquide au cours de la noyade. Il faut chercher aussi s'il y a une hypothermie qui a un effet protecteur cérébral. Rechercher aussi les troubles métaboliques. La plupart du temps, on va trouver soit une acidose respiratoire ou métabolique. Rechercher les troubles hématologiques, d'hémolyse ou troubles de coagulation qui sont dus surtout à l'hypothermie. Rechercher aussi l'insuffisance rénale causée par la nécrose tubulaire aiguë. Rechercher aussi les troubles hydroélectrolytiques, à savoir l'hyperthermie, l'hypermagnésémie et Le tableau clinique dépend de la gravité de l'insuffisance respiratoire. Deux classifications cliniques prennent en compte. Donc, il y a la classification clinique de Bordeaux qui se base sur l'état de conscience et l'activité respiratoire ainsi l'efficacité circulatoire, et la classification de Spielman qui contient 6 stades qui a une corrélation entre la clinique et la mortalité. En ce qui concerne la classification de Spielman, donc elle se base sur la corrélation de la mortalité et la description clinique. Il y en a 6 stades. Le premier stade, c'est dans les signes cliniques, l'auscultation pulmonaire, elle est normale. Seulement, il y a une présence de toux. La mortalité, elle est à 0%. Le risque de décès, il est de 0%. Le stade 2, c'est l'auscultation pulmonaire, elle est anormale, avec quelques râles crépitants. Le risque de mortalité, il est de 0,6%. Le stade 3, il y a un OAP sans hypotension. Le risque de mortalité, il est à 5,2%. Le stade 4, c'est un OAP avec hypotension. Le risque de mortalité, il est à 19,4%. Le stade 5, il présente un arrêt respiratoire isolé dont le risque de mortalité est de 44%. Et le stade 6, c'est un arrêt cardio-respiratoire dont le risque de mortalité est très très élevé, qui se présente de
93%. Donc, ce qui concerne la classification de Bordeaux, c'est la classification contient 4 stades. Le premier stade, c'est l'aquastress, qui se manifeste par un patient qui est angoissé, froid et présente souvent un épuisement musculaire. Deuxièmement, le stade 2, c'est le petit hypoxie, qui se manifeste simplement par des troubles respiratoires avec encombrement des voies aériennes. Le patient arrive à tousser et à cracher. Il est plus ou moins cyanosé, épuisé, angoissé et frissonnant. Le troisième stade, c'est le grand hypoxie qui se manifeste essentiellement par l'altération de l'état de conscience, sans troubles neurovégétatifs. Il présente aussi un encombrement broncho-pulmonaire important, parfois des crises convulsives et certaines anomalies qui traduisent une hypoxie importante. Alors, le stade 4, c'est un patient qui est comateux, qui présente une apnée, des troubles cardio-circulatoires. Donc, c'est un patient qui est noyé en état de mort apparente. Concerne la prise en charge thérapeutique, elle a comme objectif de lutter contre l'hypoxie et la détresse respiratoire, restaurer l'état hémodynamique et évacuer la victime vers un service hospitalier spécialisé. On va maintenant aborder la prise en charge thérapeutique qui se base sur les premiers gestes de secourisme à pratiquer sur le lieu de l'accident. Donc, aider le noyé à sortir de l'eau, enlever les vêtements mouillés, allonger le noyé et le couvrir pour éviter l'hypothermie, faire un premier bilan des fonctions vitales, c'est-à-dire sur le plan conscience, respiratoire et circulatoire, appeler les services de secours. Si le noyé est inconscient mais respire, donc le placer en position latérale de sécurité et le surveiller en attendant l'arrivée du secours. Si le noyé ne respire plus, effectuer les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire pour les personnes qui sont formées aux gestes de premier secourisme jusqu'à la reprise de la respiration spontanée ou jusqu'à l'arrivée des secouristes. Il est également possible d'utiliser un défibrillateur si cet appareil se trouve à proximité du lieu du noyé. À l'arrivée des secouristes, donc il faut prendre en charge le noyé et effectuer les différents soins de première intention, à savoir le contrôle des fonctions vitales, le premier geste de réanimation, la pose des voies veineuses et réchauffement des perfusions si le patient est hypotherme, une oxygénothérapie par le masque, une immobilisation du rachis si on ne sait jamais si le patient présente au cours de s'il a plongé et il a fait un traumatisme de rachis, donc il faut suspecter toujours un traumatisme de rachis, il faut l'immobiliser. Il faut lutter contre l'hypothermie, donc il faut bien réchauffer le patient. Le noyé ensuite est transporté dès qu'il est possible dans les services d'urgence. La surveillance au milieu hospitalier est indispensable, même si le noyé semble avoir totalement récupéré. Arrivé à l'hôpital, il faut réévaluer l'état de conscience respiratoire et hémodynamique, placer une sonde nasogastrique si le patient est conscient, faire un bilan biologique et radiologique et le CG. Si le patient est stable et le bilan correct et la radio elle est normale, donc laisser la surveillance pendant 8 heures. Si le patient est présente, il est symptomatique mais non grave, stable sur le plan hémodynamique, donc continuer la surveillance. Si le patient en état critique, il faut l'intuber et l'hospitaliser dans le service de réanimation. Certains traitements qu'il faut administrer chez le noyé, en particulier l'oxygène, avec la ventilation à pression positive, surtout dans le cas pour éviter l'SDRA, certains médicaments bronchodilatateurs pour faciliter la respiration,
Il faut donner aussi des antibiotiques, mais ce n'est pas systématiquement. Ils sont prescrits quand le patient s'est noyé dans de l'eau salée ou bien il y a un syndrome d'inhalation. Et bien sûr, les moyens de réchauffement pour éviter l'hypothermie ou bien traiter l'hypothermie. Le pronostic vital du patient dépend de certains facteurs. Il dépend de la durée de submersion. Quand la durée elle est supérieure à 5 minutes, donc le pronostic vital il est mis en jeu. Quand la durée de réanimation dépasse les 25 minutes, quand le patient est en coma profond avec un score de Glasgow qui est inférieur à 5/15, et quand l'apnée elle est persistante ou nécessaire, nécessite une réanimation lors de l'admission aux urgences et un pH acide inférieur à 7,1 lors de l'admission aux urgences. Pour conclure, la noyade est la troisième cause accidentelle de décès dans le monde. C'est un accident évitable sur le plan médical. L'élément déterminant de pronostic est la détresse respiratoire ainsi que ses conséquences hypoxiques cérébrales. Je vous remercie pour votre attention.